Bon, ben, je vais commencer. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est consacré au lien entre les systèmes désordonnés et l'optimisation. Alors, un exemple, peut-être un des plus courants dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est les modèles de verre de spin. Et dès que vous vous intéressez à un problème de type verre de spin à basse température, vous avez une question d'optimisation, vous voulez savoir à quoi peut ressembler son état fondamental. Donc, si vous prenez un modèle de verre de spin comme ceux qu'on a vus, c'est-à-dire vous prenez un réseau régulier, type modèle d'Ising, avec des énergies qui sont données par une somme sur les voisins des couplages JJ, SI, SJ, avec les SI qui valent plus 1 ou moins 1. Et bon, ce que nous dit la physique statistique habituelle, c'est que si on est à très basse température, eh bien, les propriétés vont être dominées par ce qu'on appelle l'état fondamental. Et donc, ce que vous voulez connaître, c'est quel est le minimum sur toutes les configurations des... Donc, c'est une énergie minimum qui va dépendre des couplages et qui est le minimum sur toutes les configurations de spin de cette énergie qui est là. Donc, de moins somme de J voisin de J de JJ SI SJ. Donc, ça, c'est la recherche du fondamental. Et c'est une question d'optimisation. Il faut trouver quelle est la configuration ou quelle est l'énergie atteinte quand on va minimiser ceci sur toutes les configurations de spin. Alors, le cas auquel on s'intéresse le plus souvent quand on s'intéresse au verre de spin, c'est un cas où la distribution des couplages est symétrique. Par exemple, une distribution gaussienne. Donc, ici, je vais surtout parler d'une distribution gaussienne, mais beaucoup de choses que je vais dire peuvent s'adapter sans trop de difficulté au cas d'autres distributions, par exemple des distributions où les couplages prennent deux valeurs possibles, plus J ou moins J. Donc, on va prendre une distribution gaussienne. Alors, la première chose, c'est que l'énergie minimum, c'est l'énergie libre à très basse température. Si la température tend vers 0, la seule configuration la configuration qui va dominer la fonction de partition, c'est les configurations qui minimisent l'énergie. Et par conséquent, comme on avait vu lors du premier cours que l'énergie libre est auto-moyennante, eh bien, l'énergie du fondamental est aussi auto-moyennante. Alors maintenant, la question, c'est comment le calculer. On voudrait calculer ce E min, ou en fait, on voudrait calculer E min divisé par n. Quand on dit que c'est auto-moyennant, ça veut dire que quand il y a un très grand système, eh bien, cette quantité-là va ne pas dépendre de la configuration, va prendre une valeur typique qui va être la même pour toutes les configurations avec probabilité 1. Alors, comment le calculer ? Malheureusement, il n'y a pas de technique qui permette de le calculer analytiquement. Le seul cas qu'on sait calculer, c'est le cas en dimension 1. Et la raison, elle est très simple, c'est qu'en dimension 1, on peut minimiser cette somme d'une manière simple, c'est en disant le spin SI plus 1, il vaut le signe de JI plus 1 SI. Donc, en prenant cette règle, eh bien, on a une somme de termes dans l'énergie et on va arriver à trouver une configuration qui minimise chacun des termes. Dès que la dimension est plus grande que 1, eh bien, on n'arrive pas à minimiser tous les termes simultanément. Donc, il faut choisir quel terme va être minimum et certains termes ne prendront pas leur valeur minimum. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la frustration. Donc, en dimension plus grande que 1, essentiellement, il n'y a pas de méthode analytique, c'est trop dur. Même la méthode des répliques dont on avait parlé est trop dure. Et
à ma connaissance, hein, enfin, je ne crois pas que quelqu'un sache, par une méthode de réplique, calculer ce minimum en dehors de la situation de champ moyen. Donc si on fait réplique, c'est trop dur, mais avec le champ moyen, avec en plus l'approximation de champ moyen, alors il y a toute cette théorie de champ moyen des verres de spin qui permet de faire des calculs, et je reviendrai un peu là-dessus. Ce que donne la méthode des répliques avec le champ moyen, dans sa version telle que je l'ai présentée dans le premier cours, c'est-à-dire la version Edwards-Anderson, eh bien, elle donne une valeur E min, donc qui vaut racine de 2 E min sur n, qui vaut racine de 2 sur pi fois racine de z. Donc ça, c'est le calcul symétrique des répliques dont je vous avais parlé un peu au début. On avait vu qu'on a un système avec... Quand on fait des répliques, eh bien, on se ramène à une espèce de système pur, plus compliqué, puisque sur chaque site, il y a n spin, il faut prendre la limite n tend vers 0. Bon, on peut faire ça, et ça conduit à ce genre de résultat. Et il y a toute une affaire sur la théorie de champ moyen des verres de spin, dont il sera question une autre année, justement pour montrer que cette expression n'est pas satisfaisante et qu'on peut faire beaucoup mieux. Et donc, il y a eu énormément de développement au cours des 40 dernières années à ce propos. Alors, dans la mesure où on ne sait pas calculer, on n'a pas de méthode exacte pour calculer ce minimum, en fait, ce qu'on peut faire sans trop de difficulté, c'est de trouver des bornes. Alors, on peut trouver donc pour cette quantité E min sur n, je vais prendre la valeur absolue, eh bien, on peut trouver des bornes. Et donc, je vais essayer d'expliquer rapidement comment on peut trouver ces bornes. Alors, une borne inférieure, en fait, de valeur absolue de E min sur n. Donc, en fait, bon, vous attendez à ce que l'énergie minimum soit en général négative. Donc, une borne inférieure de cette quantité, en fait, c'est une borne supérieure de l'énergie. Et pour trouver une énergie qui est au-dessus du minimum, en fait, il suffit d'exhiber une configuration particulière. Alors, une façon de faire ça, c'est de construire votre réseau pas par pas. Donc, je vais rajouter les sites les uns après les autres. Au moment où je rajoute ce site ici, donc ce site S, ce spin S, eh bien ce spin S, il est relié par deux liens à des sites qui ont été rajoutés auparavant. Donc, j'agrandis un peu cette chose-là. Il y a le spin S, il y a le spin SA qu'on a déjà mis, SB, il y a un couplage JB et JA, et on décide que le spin S, il va essayer de minimiser l'énergie qui le relie aux sites qui sont déjà présents sur le réseau. Donc ça va dire qu'une énergie inf, une borne inférieure de cette quantité-là, eh bien, ça va être simplement intégrale de dJA, dJB de ρ de A, ρ de JA, ρ de JA, ρ de JB, fois SAJA plus SBJB. Essentiellement, on satisfait les deux liens, et donc on va mettre une valeur absolue ici pour cette somme. Enfin bon, SA, SB, et ça, on peut remplacer ça par la valeur absolue de la somme. Donc essentiellement, chaque fois qu'on rajoute un site, eh bien, chaque fois qu'on rajoute un site, on va essayer de minimiser l'énergie due à ces deux liens. Bon, et on continue comme ça. Et donc, d'une certaine manière, on construit comme ça le réseau. Et donc ça conduit, dans le cas gaussien, à une énergie qui est égale à J2 sur racine de pi
qui est à peu près égal à 1,128J. Donc, d'une certaine manière, on rajoute un site à la fois et on construit comme ça une configuration, simplement minimisant l'énergie qui relie ce spin à ce qui est déjà établi. Donc, tous les autres spins qui étaient présents, ils sont figés, on n'y touche plus, et on procède comme ça. Donc, ça donne une borne inférieure à epsilon min, à E min, qui est donnée par cette expression. Alors, pour la borne supérieure, donc, borne supérieure, ça veut dire qu'il n'y a aucune configuration qui produit cette énergie, puisque c'est une borne supérieure. Alors, une façon de faire, c'est de penser la chose suivante. Si vous prenez une configuration de spin, donc maintenant je parle de la borne supérieure, ça veut dire c'est un epsilon sup, et tel que donc, le E min sur n est compris entre epsilon sup et epsilon inf. Alors, une façon simple d'obtenir une borne supérieure qui peut se généraliser à pas mal d'autres problèmes d'optimisation dont on va discuter plus tard aujourd'hui, eh bien, c'est de dire, voilà, j'ai l'énergie d'une configuration, qui est la configuration de spin, est donnée par, comme on l'a vu tout à l'heure, somme sur les voisins de JJ, SI, SJ. Et donc, l'énergie d'une configuration, c'est une somme de variables, puisque j'ai pris des couplages qui sont gaussiens, c'est une somme de variables gaussiennes, et par conséquent, la distribution de l'énergie d'une configuration individuelle eh bien, est donnée par, ça va être une gaussienne, si j'ajoute des gaussiennes, si JJ est gaussien, JJ fois SI, SJ, qui est juste un signe, est aussi gaussien, et donc c'est une somme de variables gaussiennes, et donc la probabilité que l'énergie d'une configuration soit égale à E, bien, ça va avoir une distribution gaussienne qui est E puissance moins E carré sur NJ2 sur racine de pi NJ2. Les coefficients qui sont là, c'est assez facile. Je compte combien de liens il y a dans mon système. N, il y a NZ sur 2 liens termes dans cette somme. Z, c'est le nombre de coordinations. Et donc, bon, j'ai oublié de mettre un Z ici. Et donc, la variance, il suffit de prendre la variance d'un J, de le multiplier par le nombre de termes, et ça donne ce résultat-là. Donc ça, c'est la probabilité d'une configuration. Vous voyez que, en fait, ça ne dépend même pas de la configuration. Alors la raison, c'est que j'ai pris des couplages qui ont une distribution symétrique, et ce qui fait que chaque configuration a la même probabilité que n'importe quelle autre d'avoir une certaine énergie E. Bon, ces configurations ont des énergies qui sont corrélées, mais toutes ces corrélations, c'est des complications non triviales du problème. Mais à partir simplement de ce résultat, il est facile de voir que si j'appelle oméga de E le nombre de configurations ayant une énergie E de C, EE de C égale E, enfin une énergie E de C compris entre E et E plus DE. Donc j'imagine que je prenne un petit intervalle d'énergie et je me pose la question, combien il y a de configurations qui sont dans ce petit intervalle d'énergie? Bon, ben, ce nombre de configurations va dépendre de l'échantillon que je regarde, c'est une quantité qui fluctue, et si je pouvais connaître sa valeur typique, essentiellement, j'aurais résolu complètement le problème. Mais ce qui est facile à faire, c'est de calculer sa moyenne sur le désordre. Sa moyenne sur le désordre, ça va être juste le nombre total de configurations fois ce P de E qui est là, c'est-à-dire E puissance moins E carré sur NJ2Z, bon, avec ceci,
NJ2Z, et puis DE. Hein. Donc dans un petit intervalle d'énergie E et E plus DE, le nombre de configurations dont l'énergie va tomber dans cet intervalle est donné par ça. Bon, ça c'est. Alors si peut-être que je vous dis juste comment on peut faire ce calcul, mais enfin il peut être totalement évident. Mais enfin vous dites oméga de E, c'est une somme sur toutes les configurations d'une quantité que j'appelle Y de C, et Y de C égale 1 si E de C appartient à l'intervalle, appartient à E plus DE, et c'est 0 sinon. Bon, ben, quand je vais moyenner, quand on moyenne une somme, la moyenne de la somme, c'est la somme des moyennes. Donc ici, le Y moyen, il est donné par P2 DE. Donc ça, c'est un résultat qui est vrai finalement pour des verres de spin en dimension quelconque. Hein, il n'y a pas besoin de prendre une théorie de champ moyen. Et maintenant, une fois que j'ai ça, ben, je peux trouver une borne supérieure à l'énergie par un argument qui est très simple, qui consiste à dire si oméga 2 est très petit devant 1, alors vous voyez, ici, il y a des exponentielles avec la taille du système. Et puissance n, si je prends des énergies d'ordre n, ce terme aussi va être d'ordre et puissance n. Donc, si le nombre moyen est beaucoup, beaucoup plus petit que 1, eh bien, je vais dire que oméga typique de E est 0. Parce qu'il y aura de temps en temps un échantillon où le oméga de E sera non nul, mais pour la plupart des échantillons, ce sera 0. Et puis sinon, si oméga 2 est beaucoup plus grand que 1, eh ben, essentiellement, c'est là que le problème est difficile, parce qu'il peut y avoir en moyenne beaucoup d'énergie, beaucoup de niveaux d'énergie à un certain endroit, mais ça peut être une espèce de grande famille, comme ça. Très rarement, il y a une famille énorme qui arrive dans cet intervalle et qui fait que la moyenne est très grande, alors que la valeur typique est 0. Il pourrait en général y avoir rien, mais de temps en temps, une espèce de bouffée avec énormément de niveaux d'énergie qui arrivent. Et donc, quand le nombre moyen est plus grand beaucoup plus grand que 1, eh bien, essentiellement, on peut rien dire. Bon, mais ceci permet, le cas où le nombre moyen est beaucoup plus petit que 1, permet de conclure, de trouver une borne supérieure, c'est-à-dire qu'on sait que l'énergie ne va pas dépasser une certaine valeur, qui va être le moment où le nombre moyen se met à décroître exponentiellement, et donc ça conduit à une valeur qui consiste simplement à dire je veux annuler ce terme-là, ce qu'il y a dans l'exponentielle, et donc ça donne racine de z log 2 fois j. Donc, ce que je raconte là, ça permet d'avoir à la fois des bornes supérieures et des bornes inférieures pour l'énergie du fondamental, de manière assez élémentaire. Vous voyez que ce n'est pas des calculs très compliqués, mais le calcul précis, par des méthodes analytiques, n'existe pas en dimension fine. Alors juste, j'ai fait un petit tableau à propos de ce problème de verre de spin, qui permet justement de comparer les valeurs. Alors, bon, après, les physiciens aiment bien de faire des calculs assez précis. Et donc, dans le cas gaussien, en utilisant différents algorithmes, plus ou moins des algorithmes directement à température zéro ou d'autres qui vont prendre une température finie, essayer de voir ce qui se passe en extrapolant à température zéro, les valeurs, donc, disons, par des algorithmes, je vais en dire quelques mots plus tard. Bon, ben, en dimension 1, il n'y a pas besoin d'algorithme puisqu'on sait résoudre le problème. Ça vaut racine de 2 sur pi. Donc, j'essaye de dire ce que vaut E min sur n divisé par j. Donc, en dimension 1, c'est une valeur qui vaut 0,798. Et
epsilon sup, il vaut qui est égal à racine de z log 2, il vaut 1,17 ou 18, et la borne inférieure, la borne inférieure, en fait, a une dimension, elle coïncide exactement avec ceci, puisque à une dimension, pour trouver l'état minimum, il suffit de on peut minimiser tous les termes de l'hamiltonien, donc chaque spin, on le met, on satisfait le lien avec le site précédent, et donc l'algorithme que je vous ai indiqué tout à l'heure pour trouver la borne inférieure, eh bien, elle est exacte. Bon, si vous allez en dimension 2, eh bien, les choses se corsent. Ici, vous avez à peu près 1,13, et là, vous avez 1,35, et là, vous avez 1,665. Bon, c'est rassurant que les simulations donnent des valeurs entre les deux bornes. Et en fait, bon, à toute dimension, enfin en dimension plus grande, on peut avoir ces bornes, bien sûr. Et le seul cas où on a vraiment un résultat analytique, c'est dans la limite d tend vers l'infini. Et c'est ce fameux résultat de Parisi qui vaut 0,663 racine de z. Donc ça, c'est la théorie de Parisi, dont il sera question une autre année. Et ici, ça donne, la borne ici donne 0,83 racine de z, et celle qui est là donne 0,53 racine de z. Bon, si vous réfléchissez, c'est déjà non trivial, dans tous ces cas-là, d'obtenir quelque chose qui est en racine du nombre de voisins. Parce qu'une des bornes les plus simples auxquelles on pourrait penser, c'est de dire E de C, je mets la valeur absolue partout, et donc ça donnerait quelque chose qui est en Z, le nombre de voisins. Donc le fait de trouver racine de Z, c'est déjà pas totalement trivial. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est passer à d'autres problèmes d'optimisation, et en fait, essayer de vous montrer que ces autres problèmes d'optimisation, ils sont fortement liés à ce premier exemple dont j'ai parlé à l'instant, qui est un problème de verre de spin, dont on se posait la question de quel est l'état minimum de l'énergie minimum de ce problème de verre de spin. Donc, autre problème d'optimisation. Cet autre problème, enfin ce premier autre problème dont je vais parler, c'est un problème d'appariement. Imaginez que vous avez deux endpoints et des distances dj entre ces points. Voilà, enfin, ces distances peuvent être des distances géométriques ou bien des distances de notre ordre. Et maintenant, vous vous posez la question, est-ce que je n'ai pas un nombre pair de points? Et maintenant, vous voudriez faire des paires entre ces points, les regrouper en paires, de façon à ce que la somme des distances des paires choisies, des paires, soit minimale. Donc une façon de faire qui ne va pas être optimale, c'est par exemple de prendre un point, chaque point, le mettre en couple avec le point le plus proche qu'on rencontre, enlever faire ce couple, et puis continuer, prendre un autre point, le mettre en paire avec le point le plus proche qui reste, et ainsi de suite. Donc ça va vous donner une borne, mais ça ne sera pas l'optimum. Alors, dans les années 80, Mézard et Parisi ont montré comment attaquer ce problème par des méthodes de réplique
par les méthodes de réplique, par les méthodes de la physique statistique des systèmes désordonnés. Donc c'est dans les années 85, je crois. D'ailleurs, il y a ce livre de Mézard, Parisi, Virasoro, où il y a beaucoup d'exemples de ce type. Alors, donc ça, c'est un problème d'optimisation. Il y a beaucoup de configurations, comme tout à l'heure. Là, vous pouvez faire des paires, de nombreuses paires. Il y a toutes sortes d'arrangements possibles. Ce que je vais essayer de vous montrer, juste comme exemple, c'est qu'en fait, ce problème, le problème des verres de spin, au moins en dimension 2, est totalement équivalent à celui-là. Alors, ce qu'ont fait Mézard et Parisi, c'est de considérer des distances qui étaient des nombres aléatoires. Le problème est beaucoup plus difficile, si vous voulez, si vous mettez des vraies distances réelles, c'est-à-dire que les distances vont avoir des corrélations. Par exemple, si vous prenez 4 points, si les distances entre ces points-là... Enfin, vous avez des corrélations entre les distances quand vous êtes en géométrie. Je ne vais pas essayer de l'expliquer parce que je vais m'embrouiller un peu, mais c'est ce qui se produit. Donc, si vous prenez des distances qui sont non corrélées, eh bien, il y a ces travaux de Mézard et Parisi qui datent des années 85. Alors, je vais reprendre le problème dont j'étais parti, des verres de spin, et je vais essayer de vous montrer que c'est un problème d'appariement, au moins quand vous considérez la version en dimension 2. Alors, imaginez que vous avez votre réseau, et maintenant... Il y a un concept en fait, qui a été mis en avant par Gérard Toulouse dans les années 80, qui consiste à regarder ce réseau et dire il y a certains carrés sur ce réseau que je vais appeler des carrés frustrés. Donc je mets des croix dessus, et un carré frustré, c'est un carré, donc il y aura 4 couplages, J1, J2, J3, J4, et il y a 4 couplages tels que le produit de ces couplages est négatif. Donc il y a 2 sortes de carrés. Il y a des carrés où je vais mettre une croix, je fais le tour de ce carré, je regarde les couplages le long de ce carré, et si le produit est négatif, je mets une croix, si le produit est positif, je ne mets pas de croix. Alors pourquoi ces carrés, ces plaquettes frustrées ont une importance? Eh bien, si j'essaye de minimiser l'énergie juste de ce carré, je ne me pose pas la question de l'énergie globale du système, mais si j'essaye de minimiser l'énergie de ce carré, bon, ben, je vais procéder, je vais dire, voilà, là, il y a le spin, le premier, je vais partir d'un spin, dans des 4 spins, je vais orienter le spin suivant en essayant de satisfaire le lien. Donc, mettons par exemple que J1, J2 et J3 soient négatifs et que J4 soit positif. Donc, le produit sera négatif. Donc, je commence, je dis, le premier spin, je le mets plus. J1 est négatif, je veux satisfaire le lien du haut, ça deviendra moins. J2 est négatif, je veux satisfaire le lien vertical J2, ça sera plus, parce que J2 est négatif, donc il doit être opposé au spin qui est là. Et je fais le tour. Ici, je vais avoir négatif. Et quand j'arrive à J4, je me rends compte qu'il y a 2 spins avec un couplage ferromagnétique positif, et les 2 spins sont orientés de manière opposée. Donc ça, c'est l'effet de frustration. Et donc, automatiquement, on sait qu'on ne va jamais pouvoir trouver une configuration de spin qui va minimiser cette énergie. Et donc, il y aura sûrement un des liens qui ne va pas être satisfait. Ça ne va pas être possible de tous satisfaire. Il y en aura un qui ne sera pas satisfait. S'il y avait juste cette plaquette isolée, bah, ça ne serait pas trop difficile. On se dirait, prenons le plus faible de ces liens, on ne le satisfait pas. Bon. Alors, donc, de chacune de ces plaquettes frustrées va sortir une ligne rouge qui va couper le lien qui va couper un des liens. Bon, et donc, je vais être dans une situation de ce genre. Et maintenant, pour des raisons analogues, quand le carré n'est pas frustré, le produit des liens est positif, alors on pourrait éventuellement satisfaire tous les liens, mais s'il y a une ligne rouge qui rentre, il doit y avoir une ligne rouge qui sort aussi. Et donc, ces lignes
la seule chose qui peut leur arriver, c'est de continuer jusqu'au moment où elles vont à bout de tomber sur une autre plaquette. Et donc, si vous réfléchissez à ça, une configuration de spin va être donnée par un ensemble de lignes rouges, et ces lignes rouges vont être telles que chaque plaquette est reliée à une autre plaquette. Alors, éventuellement, si je prends n'importe quelle configuration, je pourrais éventuellement avoir aussi des lignes rouges fermées. Mais ces lignes rouges fermées, elles ne font qu'augmenter l'énergie de mon système, puisque ces lignes, ce sont des liens qui ne sont pas satisfaits. Donc, si je m'intéresse au minimum, il n'y aura aucune ligne fermée, et il y aura un ensemble de lignes qui partent d'une plaquette frustrée qui arrive à une autre plaquette frustrée, et ça pour toutes les paires. Et si vous réfléchissez, c'est exactement ce problème. C'est la distance entre ces plaquettes frustrées. Si je les ai, je n'aurai plus qu'à utiliser un algorithme éventuel qui me permet de résoudre ce problème. Donc ça, c'est un problème d'optimisation et qui ressemble beaucoup au problème de verre de spin, au moins à 2 dimensions. Alors, un autre problème aussi qui a suscité beaucoup d'intérêt dans les années 80, c'est le problème du partitionnement. Et lui aussi, on va voir qu'il est équivalent à un problème de magnétisme. Alors, le problème de partitionnement, il était, une version a dû être introduite par Fou et Anderson aussi dans les années 80. On retrouve aussi cet article dans le livre de Mézard, Parisi, Virasoro. Et donc, imaginez que vous ayez 2 endpoints à nouveau, avec des liens LJ entre ces points, on pourrait dire des distances si on veut, mais plutôt des liens. Et maintenant, on veut partitionner ces points, on veut les répartir en 2 groupes. Donc, imaginez que ces liens, ce sont des liens, par exemple, affectifs ou que ces points aient envie d'être liés par ces liens. Et maintenant, vous êtes obligé de séparer cette population de 2 endpoints en 2 sous-populations de n points chacun, et vous voulez minimiser, chercher le minimum de la somme sur I et J des LIJ, I appartenant à A et J appartenant à B. Donc vous voulez partitionner en 2 blocs, et A et les B. Vous voulez par exemple, je ne sais pas, tracer une frontière entre des individus, couper un pays en 2 et vous arranger pour minimiser le coût en lien des liens qui vont être coupés. Alors en fait, c'est un problème qui n'est pas uniquement un problème académique. Et il y a un article très fameux qui est dû à Kirkpatrick, Gelat et Vecchi, qui date de 83. En fait, cet article, je vais noter le nombre de fois où il est cité dans la littérature, mais il est cité, je ne sais pas, 25 ou 30 000 fois, ce qui, pour vous donner une idée, la plupart des chercheurs qui passent toute leur vie en sciences ne sont jamais cités autant de fois sur tous leurs articles. Et là, un seul article est cité à un nombre comme ça considérable de fois. Et cet article, essentiellement, se pose la question d'essayer de trouver le minimum, ou se rapprocher aussi près que possible de ce minimum, mais dans un but qui est la conception d'ordinateurs. Donc ils disent, essayons de se poser un problème, enfin c'est un problème qui se pose,
vous voulez concevoir un ordinateur et vous avez des tas de circuits intégrés qui sont reliés les uns aux autres. Et maintenant, il faut placer ces circuits intégrés sur une carte, les positionner dans l'espace de façon à minimiser les distances L et J entre le circuit intégré I et le circuit intégré J. Et L et J, c'est par exemple le flux d'informations qui va passer de l'un à l'autre. Donc des circuits intégrés qui interagissent peu, vous pouvez les mettre loin. Ceux qui interagissent beaucoup, vous avez intérêt à les mettre à proximité. Donc c'est simplement le positionnement de ces circuits intégrés sur des cartes. Et donc si vous imaginez la situation où vous avez simplement à les disposer sur deux cartes, eh bien, vous allez avoir à mettre les uns sur une carte, les autres sur une autre carte, il va y avoir ces distances. Bon, je caricature un peu la problématique, mais un des grands succès de cet article, c'est d'avoir pris un cas précis qui se pose et d'avoir fait des simulations, utilisé les méthodes de mécanique statistique pour essayer de résoudre ce problème. Bon, donc c'est un problème qui a beaucoup d'importance et qui a fait le succès de leurs auteurs. Mais ce problème de partitionner, on l'a déjà rencontré la semaine dernière quand on s'est intéressé au problème du champ aléatoire. Donc je vais essayer de vous montrer que le partitionnement, pas forcément en deux groupes de taille égale, mais le partitionnement, c'est un problème de champ aléatoire. Donc je vous rappelle, le problème de champ aléatoire, c'est on avait une énergie qui est donnée par moins somme sur les I voisins de J, donc un couplage ferromagnétique, et puis il y avait un champ aléatoire qui pouvait aller dans n'importe quelle direction, positive ou négative. Je prends toujours des spin Ising aujourd'hui, et le HI est donné par une distribution, par exemple gaussienne, mais enfin on imagine qu'on prend une distribution symétrique, par exemple. Alors, l'idée pour ramener ça à un problème de partitionnement, donc je vais faire un dessin qui est un exemple assez générique. Imaginons que j'ai 4 spins avec des couplages. Donc tous les couplages sont positifs. Donc s'il y avait juste ce système de 4 spins, trouver le minimum, ça serait facile. On mettrait tous les spins parallèles et ça serait fini. Mais il y a en plus ce champ magnétique. Alors l'idée est de rajouter à un système de 4 spins deux spins supplémentaires ou deux sites supplémentaires, A et B. Donc imaginons que donc j'ai mes spins 1, 2, 3, 4. Imaginons que H1, attendez, je vais prendre H1 est négatif, H2, je vais faire le dessin comme sur mes notes parce que sinon ça donne n'importe quoi. 3, 4. Donc H1 est négatif, H2 est négatif, H3 est positif et H4 est négatif. Donc il y a certains sites qui ont des champs négatifs, d'autres sites qui ont des champs positifs. Alors tous ceux qui ont un champ négatif, eh bien, je vais les relier au site B. Donc B, ça va être les sites avec champ négatif. Donc il y a 2 et 4. Et puis A, tous les sites qui ont un champ positif, je les relie à A. Bon. Et maintenant, une configuration des spins consiste à couper cette famille de sites en deux. Par exemple, si je décide d'isoler A tout seul, ça veut dire que tous les spins vont être liés, ça veut dire que tous les liens qui sont là vont être liés, vont être satisfaits. Si je coupe juste ce lien, c'est-à-dire que ce lien n'est pas satisfait, eh bien, tous les autres liens sont satisfaits, ce qui veut dire que si le lien 1 est satisfait, le spin 1 est négatif, le spin 2 est négatif, le spin 3 est négatif, le spin 4 aussi, tout le monde est positif. Et il y a juste le lien qui relie 3 à A, hein, ce lien dont l'amplitude serait H3. Là, les amplitudes seraient H1, H2, H4. Il y a juste ce lien qui n'est pas satisfait. Et maintenant, si je décide
d'une configuration où je coupe comme ça, donc je partitionne 3, 4 avec A, bon, bah, ça veut dire que le spin 3, donc A c'était le champ positif, le spin 3 sera positif, le spin 4 sera positif, le spin 1 sera négatif, 2 sera négatif, et les liens qui ne sont pas satisfaits, c'est le lien 1, 3, 2, 4, et puis 4 qui avait un champ négatif qui n'est pas satisfait, donc c'est un partitionnement. Donc ça, je l'ai fait dans le cadre d'une plaquette, mais ça marche pour le réseau complet. Et donc vous voyez que le problème de champ aléatoire dont on a pas mal discuté la dernière fois, ce n'est rien d'autre qu'un problème de partitionnement. Alors ce n'est pas un partitionnement pile comme celui-là, où il y a autant dans chaque famille, mais c'est un partitionnement aussi. Donc vous voyez que tous ces problèmes se ressemblent beaucoup. Et la question, c'est comment on peut essayer de faire des calculs avec. Alors, je crois que les outils, enfin je ne suis pas forcément un grand spécialiste de ces questions, mais je crois que les seuls outils qui existent, ce sont des outils de type réplique et champ moyen, si on veut faire des calculs analytiques. Et donc, le champ moyen va provenir du fait, par exemple, que les LIJ ne vont pas être corrélés, que les distances ici ne vont pas être corrélées, qu'on perd la notion du réseau régulier quand on s'intéresse au verre de spin. Et dans ces cas-là, les méthodes de réplique peuvent fonctionner. En général, autrement, on a beaucoup de mal à trouver le minimum de manière analytique. Par contre, il y a un certain nombre d'algorithmes qui existent, et ces algorithmes, ils fonctionnent de manière plus ou moins efficace selon la difficulté du problème. Alors, donc, je vais parler des algorithmes, et après, je vais parler de ce qu'on peut faire dans des simulations. Alors, les algorithmes. Alors, les gens qui s'intéressent à des problèmes d'optimisation, ils posent la question de en combien de pas d'ordinateur on peut trouver la solution, on peut trouver le minimum absolu. Donc ça, c'est une première option de se dire je veux absolument trouver le minimum absolu. Il y en a une autre qui consiste à dire ben, j'aimerais bien trouver quelque chose qui est proche du minimum, pas forcément le minimum absolu, mais qui est quand même pas mal. Hein. Pour positionner, par exemple, les circuits intégrés, bon, si vous avez 1% de plus de coût par rapport au minimum absolu, mais que vous le trouvez facilement, ben, vous êtes relativement satisfait. Donc les algorithmes qui cherchent absolument le minimum, ceux qui veulent trouver le minimum absolu, pour le minimum absolu, eh bien, ils se distinguent en plusieurs catégories. Il y a ceux pour lesquels le temps de calcul augmente de manière polynomiale avec la taille du système. Et les problèmes les plus difficiles, c'est ceux qui s'appellent NP. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas un algorithme déterministe polynomial qui permet de le trouver. Donc ça, c'est les problèmes plus difficiles. Après, il y a des catégorisations sur lesquelles je ne vais pas, dans des détails sur lesquels je ne vais pas rentrer. Il y a les problèmes NP complets, dont on montre qu'ils sont équivalents les uns aux autres, etc., qui font partie de cette famille. Mais bon, un exemple pour lequel on peut trouver
relativement facilement le minimum. C'est un problème dont j'avais parlé d'une année précédente, c'est un problème de chercher un chemin optimal dans un milieu désordonné. Donc, je vous rappelle ce dont il s'agit. Vous imaginez que vous avez un carré, problème de polymère dirigé, et que sur chaque IA, vous avez une énergie epsilon b qui est tirée au hasard. Et maintenant, si vous prenez un chemin qui va un chemin dirigé qui va d'un sommet au sommet opposé sur ce réseau, eh bien, vous dites que l'énergie de ce chemin W, c'est la somme des liens qui sont visités par ce chemin W. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai un très grand réseau avec grand N sites, et je voudrais savoir quelle est la façon de trouver l'énergie du meilleur chemin, le meilleur chemin. Alors, ceci, c'est relativement facile. On peut progresser, on peut faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire construire le réseau l'un après l'autre. Quand je vais rajouter, en fait, je vais me poser la question, pour chaque site, quelle est l'énergie minimum pour atteindre ce site, n'importe lequel, pas forcément le point opposé en partant de A. Bon, c'est clair que pour atteindre les sites qui sont les plus proches, c'est assez facile de savoir quelle va être l'énergie du chemin qui va de A à son voisin. Bon, il n'y a qu'une seule énergie. Pour aller à un point un petit peu plus éloigné, il va y avoir un choix de 3 chemins. Mais en fait, il suffit d'écrire une récurrence sur ce qui se passe à une distance -1. S'il y a un point qui m'intéresse qui a une certaine distance D de A, eh bien, il suffit que je sache ce qui se passe pour les points qui sont à une distance D-1, un pas avant, et d'écrire une récurrence. Et ça va me donner l'optimum. Donc, j'imagine que quand j'ai un point, je ne sais pas, D ici, il y a le point B et C, eh bien, supposons que je connaisse l'énergie minimum, peut-être j'aurais pas dû l'appeler C, CD et F. L'énergie minimum pour arriver en D, donc j'ai un point D qui est là, qui est quelque part, D, un point E qui est là, ou C, pardon, et puis le point F qui est là. Donc si je connais l'énergie minimale pour arriver en D et pour arriver en C, eh bien, je vais avoir une petite minimisation pour trouver le chemin minimal qui arrive en F, et donc j'aurai EF égale minimum de ED plus, je vais appeler cette énergie epsilon D, cette énergie epsilon C, ED plus epsilon D, et EC plus epsilon C. Donc ça, c'est un algorithme qui va vous donner, en un temps qui est proportionnel au nombre de sites dans le système, vous allez trouver le minimum facilement. Par contre, les problèmes de satisfaisabilité, dont il va être question tout à l'heure dans le séminaire de Guilhem Semerjian, ou des problèmes comme le voyageur de commerce, sont des problèmes où la difficulté n'augmente pas polynomialement. Ici, ça augmenterait linéairement, mais n'augmente pas comme un polynôme de la taille du système. Alors, les problèmes de satisfaisabilité, bon, il va en parler, mais c'est aussi des problèmes qui ont une importance pratique énorme. Imaginez que vous soyez responsable, par exemple, d'un grand établissement, un grand lycée, avec beaucoup de professeurs, beaucoup de classes, beaucoup de sujets aussi à aborder. Et maintenant, vous avez une liste de contraintes à satisfaire, que chaque professeur doit avoir un certain nombre d'heures d'enseignement, que chaque classe doit avoir un certain nombre de cours de mathématiques, de géographie, etc. Et vous avez toutes ces contraintes à satisfaire, et vous êtes là et vous devez trouver l'optimum. Alors une façon de faire, c'est de prendre le premier professeur, qui est le meilleur ami du proviseur, et puis de satisfaire
tous ses vœux et de continuer comme ça avec les professeurs les uns derrière les autres ou les classes les unes derrière les autres et d'optimiser. À la fin, vous essayez de satisfaire toutes ces contraintes, mais ce n'est certainement pas l'optimum. Vous avez la même chose dans toutes sortes de gestions. Vous avez, je ne sais pas, une compagnie aérienne avec beaucoup de personnel et chacun doit voler tant d'heures par mois. Enfin, vous avez toutes sortes de problèmes contraints et les problèmes de satisfaisabilité sont vraiment un exemple théorique ou une façon théorique de formuler tous ces problèmes. Bon. Donc ça, c'est... Soit il y a des algorithmes qui sont polynomiaux, soit des algorithmes qui sont non polynomiaux. Et en général, ça veut dire que ça augmente de manière exponentiellement avec la taille du système. La difficulté de trouver la solution augmente exponentiellement. Alors, l'autre façon, c'est de faire des simulations. Donc là, si vous vous contentez d'une solution approximative, vous faites des simulations. Et la simulation la plus simple consiste à essayer de faire une descente en énergie. Donc c'est la descente en énergie. Si je repars du problème d'aujourd'hui, avec lequel j'ai commencé aujourd'hui, qui est que l'énergie est égale à moins somme sur I voisin de J de JJ SJ, SI, SJ. Bon, ben, ça consiste à faire la chose suivante. Vous partez d'une configuration quelconque, par exemple tout le monde plus, et puis vous prenez un site au hasard, un spin au hasard, et vous regardez si en le retournant, vous pouvez baisser l'énergie. Donc on choisit un SI au hasard, on choisit un site I au hasard. Bon, si le système est dans une configuration C, ça conduit à une configuration C étoile avec SI retourné. Donc vous partez d'une certaine configuration, ou à un certain moment de l'algorithme, vous êtes dans une certaine configuration, vous essayez de retourner un spin. Bon, est-ce que l'énergie est plus basse? Si oui, ben vous prenez cette nouvelle configuration. Si l'énergie est plus haute, vous ne retournez pas ce spin. Et vous continuez comme ça, en visitant un grand nombre de fois le réseau, jusqu'au moment où il n'y a plus personne qui bouge, le système est bloqué. Et donc là, ça va vous donner une borne inférieure à E min sur n, hein, enfin une borne inférieure à la valeur absolue ou une borne supérieure à l'énergie du fondamental, puisque vous allez aboutir à une configuration bloquée, et cette configuration ne peut pas être améliorée en retournant un spin. Alors maintenant, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai pris cette dynamique qui consiste à retourner un spin? Vous pourriez vous dire, non, je ne prends pas un spin, je prends un petit bloc de 4 ou de 8 spins, et je regarde toutes les configurations que je peux obtenir en retournant ce bloc de 8 spins. Bon, ben, je vais faire mieux. Et bon, donc ça, c'est une façon d'essayer de fabriquer comme ça une approximation du fondamental. Alors, le problème, c'est que le système se bloque, et il se bloque sur ce qu'on appelle des états métastables. Et les états métastables, c'est des états tels que, en retournant un spin, à partir du moment où j'ai choisi une dynamique possible, hein, donc je me limite là au cas où on retourne un spin à la fois, encore une fois, on pourrait faire des retournements plus importants. Et c'est sûr que si on s'autorise tous les mouvements possibles, on va aboutir au minimum. Mais ici, je me limite au cas où on retourne un spin, c'est des états tels que chaque spin, c'est les solutions de cette équation, somme de JJ à J. Donc ici, c'est pour chaque site, il y a une équation, donc il y a n équations, et vous pouvez vous poser la question de combien il y a de solutions à ces équations. Donc combien il y a de configurations SI, hein, les JJ sont des variables gelées, combien il y a de configurations SI qui vérifient ces équations. Et ça, c'est ce qu'on appelle des états métastables.
Et ces états métastables, eh bien, en général, il y en a un nombre exponentiellement grand. Donc pour un problème de verre de spin comme celui avec lequel j'ai commencé, eh bien, alors, comment je les ai appelés? J'ai appelé phi n le nombre d'états métastables c'est-à-dire le nombre de choix des spins tels que ces n équations soient vérifiées. Eh bien, en général, ce phi n, en moyenne, si je moyenne sur tous les couplages, il augmente exponentiellement. Mais le phi n, alors avec, mettons, un certain A ici, mais le phi n typique, il augmente aussi exponentiellement, mais avec un autre taux. C'est-à-dire que si je moyenne le nombre, je vais trouver un taux exponentiel, mais pour l'immense majorité des échantillons, eh bien, ce nombre exponentiel sera beaucoup plus petit. Bon, donc, alors, ces calculs, en fait, qui sont un peu sophistiqués, mais qui sont des calculs assez standards dans la théorie des systèmes désordonnés, ils ont commencé à être faits dans les années 80 par Bray et Moore. Et ils apparaissent dans beaucoup de situations, en fait, des versions de ce genre de calcul apparaissent beaucoup dans la théorie des réseaux de neurones. Alors juste pour mentionner un cas où ce genre de question peut se résoudre, c'est le cas à une dimension. Même à une dimension, il y a beaucoup de solutions de cette équation, hein, donc de ces équations. Et donc c'est J voisin de I, hein, bien sûr. Bon, et c'est à ma connaissance, c'est un des rares cas où ces nombres peuvent être calculés. Et je vais juste expliquer très brièvement comment. Donc, d'abord, je donne le résultat. Phi n à une dimension, eh bien, il augmente en 4 sur pi à la puissance f. Alors que phi n typique, si vous prenez l'immense majorité des échantillons, phi n typique, il augmente en 2 puissance n sur 3, qui est plus petit, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la moyenne. Et ça, c'est... bon. Alors, très brièvement, je vous indique comment ce calcul peut se faire. C'est assez facile. En fait, une façon de faire ce calcul, mais c'est sûrement pas l'aspect le plus important dans cette théorie des systèmes désordonnés, c'est de dessiner en fonction de I la valeur absolue de JI plus 1. Si on est à une dimension, donc je dessine en fonction de I ces valeurs, donc là il y a I plus 1, etc. Donc je vais avoir des valeurs comme ça qui vont monter, etc. Les couplages sont aléatoires, donc je vais avoir en fonction de I des points comme ça. Et maintenant, les états métastables vont correspondre. Chaque état métastable peut se représenter par la présence ou l'absence d'une boule dans les minima. Donc, tous les points, tous les liens qui ne sont pas des minimaux locaux, eh bien, ils doivent rester libres. Et maintenant, les minima absolus, enfin les minima, les points qui sont plus petits que deux voisins, ben, ils peuvent avoir une boule ou pas avoir de boule. Alors pourquoi ça? Eh bien, si vous essayez d'imaginer de résoudre ces équations, chaque site est relié à deux autres sites, et un site donné, il a d'un côté un lien et de l'autre côté un autre lien, mais il y a un de ces deux liens qui est plus fort que l'autre. Essentiellement, il va s'aligner sur le lien le plus fort. Donc, les liens qui sont forts vont être forcément satisfaits.
Et dès qu'il y a un site qui a d'un côté un lien fort et un lien plus faible, eh bien, il va décider de s'aligner selon le lien le plus fort. Et si vous imaginez ça, eh bien, la seule chose qui peut se produire, c'est que les liens faibles, à la fin, vont être soit satisfaits, soit pas satisfaits. Alors, il suffit donc de compter le nombre de liens faibles, de minima. Donc, c'est un problème vraiment assez simple. C'est vous avez une fonction qui est aléatoire, avec des valeurs indépendantes, et vous vous posez la question combien il y a de minima. Alors, le nombre typique de minima d'une fonction, vous mettez des points comme ça, le nombre typique de minima, c'est n sur 3. Parce que pour qu'un lien soit minimum, il faut qu'il soit plus petit que ses deux voisins. Alors, si vous regardez un lien et puis ses deux voisins, il y a une chance sur 3 que le lien du centre soit minimum. Donc, il y a typiquement n sur 3 minima, dans le cas typique. Et donc, chaque minimum peut être soit occupé, soit vide. Et donc, il y a 2 puissance n sur 3. Alors maintenant, il peut y avoir des cas où il y a beaucoup plus de minima. Par exemple, si vous prenez la fonction aléatoire comme ça, c'est-à-dire, enfin, vous ne pouvez pas avoir plus que n sur 2 minima, mais vous avez une certaine probabilité d'avoir plus que n sur 3 minima, et donc quand vous faites le calcul, vous tombez sur quelque chose qui est comme ça. Bon, tout ça, c'est un exemple qui n'est pas forcément très important. La chose importante à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'états métastables, que calculer leur moyenne ne dit pas forcément ce qui se passe de manière typique. Et après, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Par exemple, vous partez d'une configuration quelconque, à quelle énergie vous allez descendre? Vous allez finir par tomber sur un état métastable qui ne pourra plus bouger par cette dynamique, mais il ne sera pas l'énergie du minimum, il sera une énergie au-dessus. Donc vous pouvez vous poser la question, à quelle énergie je vais aboutir, quelle est la dynamique, c'est-à-dire comment je vais converger vers cette énergie, etc. Donc tout ça, c'est des questions qui peuvent se poser quand vous faites une dynamique qui consiste à descendre systématiquement. Alors, l'image qu'on peut en avoir, c'est que en fait, dans des problèmes de verre de spin ou d'optimisation, en fait, vous avez beaucoup de configurations possibles. Vous en avez 2 puissance n. Alors, l'image que je dessine, elle est totalement irréaliste parce que l'espace des configurations n'est pas un espace unidimensionnel, c'est tout le contraire, il est très haute dimension, c'est plutôt les sommets d'un hypercube en dimension très élevée. Mais pour faire un dessin, je représente comme ça à une dimension, et les configurations, l'énergie des configurations a beaucoup de minima et d'extréma, beaucoup de cols, etc. Bon, à haute dimension, il y a beaucoup plus de cols. Et maintenant, donc ça, c'est l'énergie des configurations, et vous partez d'une certaine configuration de départ, vous évoluez, et qu'est-ce qui se passe? Vous tombez dans un de ces minima. Ça, c'est les états métastables, ça va être tous ces minima locaux qui existent. Et si vous êtes intéressé par le minimum absolu, il y a assez peu de chances de l'obtenir. Alors, l'idée qui suit, c'est de ne pas essayer de faire une descente comme ça, déterministe, en essayant de descendre en énergie, parce que vous allez vous retrouver bloqué, c'est d'essayer d'avoir un algorithme qui vous permet de sauter ces barrières. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le recuit simulé. Et donc, tout à l'heure, je parlais de cet article de Kirkpatrick et de ses collaborateurs en 1983, qui ont proposé d'utiliser ce recuit simulé qui consiste à faire essentiellement quelque chose qui est très habituel pour les physiciens, c'est-à-dire une méthode Monte-Carlo. Et cette méthode Monte-Carlo, elle permet à l'algorithme de franchir ces barrières. Donc comment il fonctionne? Je vous rappelle la méthode dite de Metropolis, qui consiste à faire la chose suivante, à fabriquer une suite de configurations au cours du temps. Donc vous partez d'une configuration quelconque au cours du temps,
À un certain moment, vous proposez, vous êtes à l'instant T dans une configuration, vous construisez une configuration que j'appelle C étoile, obtenue à partir de C en faisant une petite modification. Par exemple, si la dynamique, c'est de retourner un spin à la fois, ben, C étoile, c'est une configuration obtenue en retournant un des spins, choisi au hasard, par exemple. Ou bien, quand on était dans des questions d'appariement, eh bien, c'est de prendre deux paires appariées, et puis vous avez ABCD, et passer à ACBD, par exemple, donc de faire une petite modification. Ça vous donne une nouvelle configuration, et de décider que CT plus 1 égale C étoile si l'énergie de C étoile est plus petite ou égale à l'énergie de CT. Donc si vous descendez, ben vous descendez, mais sinon, eh bien, vous autorisez de temps en temps à monter l'énergie, mais avec une certaine probabilité. Donc vous décidez que CT vaut soit CT plus 1, soit CT étoile, et vaut CT étoile avec une probabilité qui est égale à E puissance moins E moins E de CT sur la température. Donc vous introduisez la température. La température, c'est une sorte d'agitation thermique qui va faire que, de temps en temps, vous arrivez à remonter une barrière. En fait, vous savez, parce que cette dynamique, elle satisfait le bilan détaillé, que si vous la faites tourner très 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 longtemps, eh bien, le système va tomber sur un équilibre. Si la température est très basse, eh bien, vous allez pouvoir... le système va réussir à trouver les états proches du minimum. Donc vous faites évoluer cet algorithme pendant un certain temps, et ça va vous faire passer les barrières. Alors ça, c'est la méthode Monte-Carlo habituelle. En fait, ce qu'on appelle recuit simulé, c'est un peu plus que ça. Le recuit simulé, ça consiste à baisser la température progressivement. Donc vous allez partir d'une situation où la température T à l'instant 0 est très haute, mettons à infini. Donc, ça veut dire que vous partez d'une configuration au hasard, et puis la température baisse lentement. Et donc l'image qu'il faut en avoir, c'est un peu c'est les gens qui descendent en parachute ou bien des comment ça s'appelle, les planeurs. Donc vous partez de très haut, et puis vous descendez la température petit à petit, et donc le système va se balader dans ce paysage. Et vous imaginez que si vous baissez suffisamment lentement, eh bien, vous allez arriver à trouver, à vous rapprocher du minimum absolu que vous voudriez atteindre. Alors ça, en fait, ça repose sur, enfin, à mon sens, ça repose sur une supposition sur la forme du paysage dans lequel vous vous trouvez. Ce que vous voulez, c'est trouver l'optimum, c'est-à-dire le plus bas. Mais cette analogie avec un planeur ou quelque chose comme ça va faire que vous vous rendez compte que vous allez vous promener comme ça longtemps et vous allez aboutir dans les vallées les plus larges. Si vous êtes dans une situation, par exemple, comme celle-là, où il y a une vallée très étroite et puis à côté, il y a une vallée beaucoup plus large, bon, ben, votre planeur, il va descendre, mais il y a toutes les chances qu'il va tomber dans cette région. Donc, en fait, ça veut dire que ce genre de méthode va marcher d'autant mieux que le paysage est relativement régulier. Si vous avez un paysage qui est extrêmement accidenté, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de mal à trouver le minimum absolu. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle le recuit simulé. Donc, c'est ce qui a été mis en œuvre par Kirkpatrick et ses collaborateurs. Bon, alors, en fait, cette image de cette descente en température, on peut le voir comme un algorithme pour trouver le minimum, mais en fait,
cet algorithme, il est intéressant parce que la vraie physique fonctionne comme ça. Quand vous refroidissez un verre de spin, eh bien, le vrai verre de spin, lui aussi, il est dans un paysage compliqué comme ça, et il va se piéger, non pas dans le minimum absolu, mais il va se piéger dans des minima relatifs, prendre du temps pour en sortir, retomber dans des minima un peu plus profonds, et ainsi de suite. Et ça conduit à toutes sortes de phénomènes intéressants, de dynamique, de vieillissement, qui vont faire que le système n'arrive jamais à trouver vraiment le minimum absolu, mais elle va avoir une dynamique de plus en plus lente, parce qu'il va se retrouver piégé dans des pièges de plus en plus profonds, et il aura de plus en plus de mal à sortir de ces pièges. Bon, donc ça, c'est méthode de recueil simulé, c'est une façon de chercher l'optimum pour l'énergie minimum pour des problèmes de verre de spin ou pour d'autres problèmes d'optimisation. Alors, il y a un autre algorithme que les gens ont essayé, je le mentionne rapidement, c'est ce qu'on appelle l'algorithme quantique adiabatique. Donc ça, c'est un algorithme qui... Enfin, les gens l'ont simulé sur des ordinateurs classiques, mais en principe, c'est l'algorithme qui, le jour où il y a des ordinateurs quantiques, devrait permettre de trouver ces minima beaucoup plus vite que les méthodes dont j'ai parlé jusqu'à présent. Donc c'est l'algorithme. Donc je vais juste expliquer rapidement la façon dont ça fonctionne. Quantique adiabatique. Donc ça a été introduit, enfin, un des articles qui est beaucoup cité, hein, je ne suis pas spécialiste, c'est de Fahry, Goldstone. Bon, il y a 6 auteurs, Preda à la fin, qui datent de 2001. Et donc la question, c'est la même que celle que j'ai posée tout à l'heure, au départ, c'est j'ai un problème, je veux chercher le minimum. Hein. Donc prenons par exemple le modèle de verre de spin avec lequel j'ai commencé. Je voudrais chercher l'énergie minimum de ce problème-là. I voisin de J. Alors l'idée, c'est d'utiliser la physique quantique et de se dire, je vais introduire un certain Hamiltonien, H qui va dépendre du temps, et laisser le système évoluer selon les lois de la mécanique quantique, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger. Donc mon système va être représenté par une fonction d'onde, et la physique quantique, en mettant les i au bon endroit, c'est ht. L'idée, c'est de partir, de construire un Hamiltonien qui dépend du temps et qui va me permettre de trouver le minimum de cette fonction. Hein, ici, il y a n spin. Donc, en fait, l'hamiltonien va être une matrice. Hein, c'est une matrice qui dépend du temps, et je prends un vecteur, je fais évoluer ce vecteur avec une matrice qui dépend du temps, et a priori, si je choisis bien le H, je vais arriver à trouver l'état fondamental. Alors, l'idée, c'est de prendre pour H quelque chose qui a cette forme, 1 sur T, H0. Bon, enfin, on a deux Hamiltoniens, l'un qui va être assez trivial et l'autre qui va correspondre à l'énergie qui m'intéresse. Plus T sur T0 fois H1. Et pour H0, il y a l'hamiltonien. Donc, l'hamiltonien. Donc, d'abord, il faudrait dire quel est l'espace possible. Donc, c'est un espace de dimension 2 puissance n. Donc, le psi c'est un vecteur de 2 puissance n composantes. Et donc, la façon dont il faut se le représenter, c'est dans
en prenant une base qui est formée par les S1Z, S2Z, S3Z. Bon, je vais prendre par exemple s'il y avait 3 spins, parce que sinon je vais m'embrouiller dans les notations. Donc ça serait C++, plus, C++, moins, etc. Et puis, moins, à la fin, C-. Donc si j'ai 3 spins, je vais avoir un vecteur qui a 8 composantes, et les S+, c'est les composantes du spin S1Z, S2Z, S3Z. Voilà, j'ai un système de 3 spins ou n spins avec une fonction d'onde comme ça. Et maintenant, pour H0, eh bien, on choisit somme sur I des SIX. Donc ça, c'est des opérateurs SIX. Et pour H1, on choisit moins, alors peut-être je vais mettre moins là, moins somme des JJ SIZ. Donc on a un problème, on a un Hamiltonien, HT, que j'ai écrit ici. Bon, il y a, et donc ça c'est aussi des opérateurs. Je ne sais pas si je les écris comme ça. Et donc, vous avez un opérateur qui dépend du temps, et à l'instant initial, ben, voilà cet opérateur. Alors, si on cherche l'état fondamental, c'est-à-dire la valeur propre qui a l'énergie minimum, eh bien, ça va correspondre à avoir tous les C+, C-, etc., tous égaux. Donc ça va être l'état où toutes les configurations sont possibles, hein, avec les mêmes amplitudes. Donc vous partez de la configuration où tous les états sont égaux. Quand le temps sera égal à T0, il n'y aura plus que H1. L'état fondamental, c'est celui que vous cherchez. Et toute l'idée de physique quantique, c'est de dire, c'est ce qu'on appelle la méthode adiabatique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un état fondamental et que vous changez très lentement votre Hamiltonien, eh bien, le système va suivre l'état fondamental. Et donc, vous imaginez que si vous prenez T0 très grand, eh bien, d'une certaine manière, le système est dans l'état fondamental, il va y rester, et donc, progressivement, vous allez vous retrouver dans l'état fondamental qui vous intéresse. Donc ça, c'est l'idée de cet algorithme. Pour que ça marche bien, il faut que les niveaux soient suffisamment, qu'il n'y ait pas de croisement de niveaux, ou que les niveaux ne se rapprochent pas trop. Et donc, les gens ont essayé de voir si ça permettait d'améliorer, par ce genre de méthode, les performances des algorithmes dont j'ai parlé précédemment. Bon. Donc, ça, je voulais juste le mentionner. Enfin, il y a pas mal de travaux là-dessus. Enfin, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a déjà des ordinateurs quantiques qui arrivent à faire ce travail, mais il y a pas mal de travaux qui ont essayé justement de voir ce qui se passait en fonction du temps qu'on met pour passer d'un problème à l'autre. Alors, le dernier point dont je vais parler aujourd'hui, qui est assez relié au séminaire, c'est les problèmes de contrainte et de transition de phase. Je vais essayer, je pense que Guilhem va parler plutôt des problèmes de satisfaisabilité, entre autres, et là, je vais essayer de parler d'un aspect de ce problème qui est relié au réseau de neurones et à des problèmes qui se posent en intelligence artificielle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup des raisonnements, du point de vue qualitatif, eh bien, tous ces problèmes se ressemblent beaucoup et présentent des difficultés qui sont analogues les uns avec les autres. Alors,
ça, c'est problème de contrainte. Et transition de phase. Et donc, un des problèmes qui se pose dans les théories des réseaux de neurones, c'est le problème de l'apprentissage. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est, vous avez une liste d'exemples, je vais être un peu plus précis dans une seconde, vous avez une liste d'exemples, et vous voudriez que votre réseau de neurones, donc pour chacun de ces exemples, vous dites, voilà, quelles sont les données du problème et quelle est la réponse correcte à ce problème, et vous voudriez que votre réseau de neurones apprenne tous ces exemples. Ce n'est pas qu'il juste fasse la liste de tous les exemples qu'il a vus et puis qu'il mémorise la bonne réponse, mais vous voudriez qu'il trouve une espèce de logique à tous ces exemples et qu'il soit capable non seulement de répondre juste à tous les exemples qu'il a déjà vus, mais aussi qu'il soit capable de les généraliser. C'est finalement, l'éducation, c'est vraiment ça. On apprend un certain nombre de choses, mais à bout de certains temps, on est capable de généraliser les choses. Alors comment ça se formule? Eh bien, vous prenez un réseau de neurones qui a une certaine architecture. Donc on a une architecture qui est donnée. Donc pour simplifier, je prends un exemple. Imaginons que j'ai une architecture avec 2 couches. Et donc, la façon dont va fonctionner ce réseau de neurones, il va y avoir des entrées. Donc, vous allez imaginer, par exemple, ça c'est la rétine. Voilà, il y a des entrées qui arrivent. Et puis, il y a des couches internes. Il y a des neurones à l'intérieur de ce réseau de neurones. Et puis, il y a une sortie. Et selon ce qu'il voit, par exemple, on pose une question et il doit dire... répondre oui ou non à une question. Est-ce que, par exemple, on lui met un théorème de mathématiques ici, de dire est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est faux, par exemple. Donc il y a une sortie qui est là, et puis il y a des neurones qui sont internes, RA, qui reçoivent des informations de la couche précédente. Et bon, pour simplifier, alors peut-être pas le même nombre de neurones à chaque couche, donc la façon dont ça fonctionne, c'est que chaque couche reçoit des informations de la couche supérieure et puis ça va donner un état. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est un modèle, hein, c'est de dire que le RI va être donné par le signe de somme des JJ, et puis S, la sortie, va être le signe des sommes de I de KI RI. L'architecture est donnée et l'apprentissage va consister à essayer de choisir ces couplages donc, de façon à ce que, pour différents exemples, le réseau de neurones donne le bon résultat. Donc, la façon dont ça se présente, c'est je vais te donner des exemples, E1, EN, une entrée, et la sortie qui est correcte, qui correspond à cette entrée. Donc, voilà, normalement, je voudrais que le réseau, quand je lui présente cette suite de données à l'entrée, hein, sous forme binaire, eh bien, il me donne cette réponse, et pas une autre réponse. Et puis, si je voulais juste un exemple, ça serait sans doute facile. Et maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des choix de ces couplages pour que, à chaque exemple, ça me donne la bonne sortie. Alors, en général, je n'ai pas un seul exemple, parce que si j'avais un seul exemple, il n'y aurait qu'une seule sortie, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Je dirais, voilà, la sortie et ça, et c'est fini. Alors maintenant, je voudrais avoir une longue liste d'exemples, E1 mu, En mu, et on se donne la sortie S mu. Et donc, ça, c'est le nombre d'exemples.
indicé par mu, mu compris entre 1 et n. Et maintenant, la question, c'est une question d'optimisation. Est-ce que je peux trouver des couplages, KIJ, JIJ, KI, qui vont permettre à ce réseau de neurones de répondre juste à tous ces exemples? Pour chaque exemple, quand je lui présente cette entrée, il va fonctionner. Bon, là, j'ai mis les signes, on peut imaginer des fonctions plus compliquées. Il va fonctionner, il va me sortir quelque chose. Et ce que je voudrais, c'est qu'il me réponde juste à tous ces exemples. Alors, manifestement, quand le nombre d'exemples est petit, eh bien, ça va se passer facilement, il va trouver une solution. Et donc, l'image à laquelle on s'attend, c'est la chose suivante, c'est que quand on augmente le nombre d'exemples, bon, ben, au début, il va y avoir beaucoup de solutions. Facile à trouver. Puis à partir d'un certain moment, il va y avoir encore des solutions, mais plus difficiles à trouver. Et ces solutions, elles sont dans un espace des phases, l'espace de tous ces couplages JJ et KI. Il peut y avoir différentes situations. Il peut y avoir des situations dans ce grand espace des phases, les solutions soient regroupées toutes dans une petite région de cet espace des phases. Alors il faut arriver à la trouver, mais il peut y arriver des situations où les solutions, en fait, sont sous forme de petits paquets, mais qui sont très éloignés les unes des autres et aussi très difficiles à trouver. Alors donc les questions qu'on se pose, c'est comment se situent toutes ces solutions quand il y en a, les unes par rapport aux autres, quel est le temps qu'il faut pour les trouver. Là, ça va être rapide, là, ça va devenir beaucoup plus long. Et puis, quand vous êtes au-delà, il y a un moment où il n'y a plus de solution. Pourquoi? Parce que peut-être que les exemples que vous donnez sont trop compliqués par rapport à l'architecture que vous avez prise au départ. Supposez que ces exemples proviennent d'un être humain qui n'a pas 2 couches, mais beaucoup plus de couches, et que vous voulez que ce réseau de neurones apprenne tous ces exemples, ben à un moment, il va faire des erreurs. Et quand vous êtes au-delà, ici, vous pouvez vous poser la question, malgré tout, s'il fait des erreurs, mais je voudrais qu'il fasse le minimum d'erreurs possibles. Et donc là, on est encore dans un problème du même genre que les verres de spin dont on a parlé tout à l'heure. Comment choisir les couplages ici? Donc, en termes de réseau de neurones, ça s'appelle plutôt des synapses, parce que c'est ce qui relie un neurone à un autre neurone. Comment choisir ces synapses de façon à ce que, pour une liste d'exemples donnés, eh bien, le nombre d'erreurs, le nombre d'exemples pour lesquels l'architecture qui est là-bas donnera la mauvaise réponse soit minimum. Donc tout ça, c'est des problèmes d'optimisation. Il y a ces questions de transition de phase, et beaucoup de ces problèmes, en fait, ont été traités au cours des dernières années, depuis, je dirais, bien une trentaine d'années, sous différentes formes. Pour les réseaux de neurones, ça date d'une trentaine d'années. Pour ces problèmes de satisfaisabilité qui ressemblent, c'est un peu plus récent, et ont été étudiés en particulier par les méthodes des répliques, et ont été beaucoup simulés par certaines des méthodes que j'ai à peine ébauchées aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie. Et donc, juste après, il va y avoir ce séminaire de Guilhem Semerjian qui va parler de ces problèmes de satisfaisabilité, qui est un grand sujet qui s'est beaucoup développé depuis une vingtaine d'années et dont il est un des meilleurs experts. Merci.